C'est violent. Bonjour à tous. Je voulais juste vous dire deux mots. Je suis la coprésidente du festival Allez savoir de cette année. Donc juste pour vous dire que c'est un festival, alors vous avez peut-être réussi à attraper ce petit fascicule qui vous donne le programme complet, il traîne un peu partout dans les lieux publics de Marseille. C'est un festival qui est organisé par l'École des hautes études en sciences sociales, qui est basé à Paris, mais aussi dans un certain nombre de centres en France et en partenariat avec la ville de Marseille et notamment les musées de Marseille. Donc il a lieu dans plusieurs endroits de Marseille, une dizaine de lieux, mais le QG, ça va être la Vieille Charité, si vous voulez. Il y a un espace librairie à la Vieille Charité qui est tenu par une librairie marseillaise, l'Hydro Mille Têtes. Il y a beaucoup de choses au musée de Marseille, à l'Alcazar, etc. Vous allez avoir aussi des balades urbaines, des visites au musée, des spectacles, des performances, du cinéma, du théâtre, de la danse, des conférences, enfin voilà. Donc ça dure pendant 5 jours. N'hésitez pas à venir picorer un peu partout suivant vos envies. C'est un thème magnifique, le thème du temps, c'est un thème magnifique aujourd'hui. On vit dans l'espace et dans le temps, donc c'est juste une des deux dimensions constitutives de nos existences. C'est un thème magnifique pour les sciences sociales. Les historiens ont pensé plein de choses. Les historiens travaillent sur le temps, ils étudient le temps et comment les hommes pensent leur temps. Les sociologues travaillent le temps de loisirs, le temps libéré, le temps de travail, le temps domestique. Les politistes travaillent sur les crises, les urgences, les générations, etc. Donc voilà, il y a des tas de choses à penser partout, en anthropologie, en géographie. Vous avez des tas d'ateliers aussi, de fabrication, de calligraphie chinoise, de cadrans solaires, de tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai le plaisir, voilà, tout simplement, de céder la parole pour cette manifestation. Oula, qui s'annonce... qui s'annonce pointue. C'est impressionnant comme ça. Donc, je vous remercie d'être venus et puis je leur cède tout de suite la parole. Merci beaucoup. Donc, merci de nous donner la possibilité de nous parler un tout petit peu de nos recherches. Mais comme j'entends une table ronde, c'est qu'on lance la discussion peut-être entre nous. On vous parle un tout petit peu de comment nous, on voit les choses de notre point de vue disciplinaire, interdisciplinaire, de notre point de vue scientifique, mais que naturellement, après, on est enrichi, on nous enrichit par rapport à vos questions et comment on peut nous répondre et interagir, échanger avec vos questions par rapport à ce que nous, on fait sur ces questions-là. Donc, il se trouve que, donc moi je m'appelle Myriam Teschl, je suis à l'EHSS et j'ai lancé un peu cette table ronde sur la question de l'incertitude et plus concrètement de comment mesurer les accélérations et décélérations des phénomènes en incertitude. Et c'est ma collègue Michel Leclerc-Olive qui en fait a lancé le débat sur le titre. Et je me suis bien rendu compte que le titre est loin d'être attirant. C'est peut-être même quelque chose qui a pu choquer des personnes qu'on peut avoir un titre pareil. Mais je prends 2 minutes pour vous expliquer comment on est arrivé à ce titre-là. Donc, ma petite introduction va vous présenter pourquoi ce titre, disons, bizarre. Et après, je passerai la parole à mes 3 collègues de disciplines tout à fait différentes, qui ont tous leur propre expertise sur la question de l'incertitude, soit par la pratique, soit par le questionnement, soit par les observations qu'eux ils font sur le monde. Et donc, le débat est ensuite ouvert et on essaie de voir ce qui émerge dans cet espace d'incertitude. J'ai avec moi aussi mes co-auteurs qui sont aussi co-responsables de ce titre qu'on avait choisi. Donc, ils interviennent aussi ensuite dans la discussion.
Et donc, je me lance tout de suite à pourquoi alors ce titre. Et en fait, en tant qu'économiste, nous, on raisonne beaucoup dans un monde qui est plutôt probabilisable. Ça veut dire qu'en des décisions, on se pose des questions sur comment prendre les décisions en situation de risque. Mais le risque, notamment, c'est toujours quelque chose où des probabilités, elles sont données. L'incertitude, par contre, c'est une situation que on ne connaît rien sur les probabilités. On ne sait pas ce qui se passe. Okay, donc, c'est un peu cette difficulté. Les économistes, souvent, quand ils parlent de risque ou d'incertitude, ils pensent, en fait, c'est quelque chose, c'est un risque, et donc qu'on a des probabilités bien définies, et du coup on peut calculer qu'est-ce que c'est la meilleure action à entreprendre dans un espace probabilisable. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas ces données-là? Donc si on est vraiment face à l'incertitude, on ne connaît pas les résultats, on ne connaît pas les conséquences qui vont à venir, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, c'est mes collègues, avec aussi une autre collègue, des collègues en neurosciences, qui ont commencé justement à explorer cette question-là. Est-ce qu'il y a quelque chose, une cognition particulière des hommes, mais aussi des animaux, qui peuvent percevoir? Est-ce qu'il y a une perception des risques, non, pas des risques, mais des phénomènes qui sont en train de se développer, et ces phénomènes-là qui peuvent amener à quelque chose qui sont des gains extrêmes et rares, mais qui sont très bénéfiques, disons, pour, par exemple, disons, la société en général, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer qui peut amener à des pertes énormes, qui sont des phénomènes qui sont donc des événements extrêmes et très rares, mais que peut-être il y a une sensation là, une perception peut-être de quelque chose qui est à venir, qui nous dit attention, là il faut faire un peu attention, donc on se met un peu en retrait, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, ou alors ah oui, là il semble qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui va nous amener beaucoup de bonnes choses, et donc on y va en silence, ok. Donc, c'est des événements extrêmes et rares qu'on a peut-être une intuition qu'on peut apercevoir, qu'on peut percevoir, etc. Et de ce questionnement-là, pendant ce questionnement-là, il nous arrive le Covid. Nous, on dit Covid, je ne sais pas, le Covid, il y a la discussion, le Covid, la Covid, mais entre nous, on a toujours parlé du Covid, donc je continue à l'appeler le Covid. Donc, dans le temps, là, on s'est dit, bon, alors, comment on peut, et vous vous rappelez bien que quand ça a commencé, c'était effectivement une situation en incertitude, on ne savait pas qu'est-ce que c'était ce nouveau virus, comment on doit répondre par rapport à ce virus, et comment voir qu'il y a des situations qui sont en train de s'empirer ou améliorer, dans le sens que est-ce que les décisions en santé publique qu'on est en train de prendre, est-ce qu'ils s'amènent à améliorer la situation, oui ou non? Comment on peut savoir justement, est-ce que les dommages, donc dans ce sens-là, nous on a raisonné en termes de nombre de cas. Donc, est-ce que les cas, ils augmentent à accélérer? Ça veut dire qu'ils deviennent de plus en plus grands? Ou alors, est-ce que par la suite des décisions que nous, on prend individuellement, mais aussi collectivement, est-ce qu'on arrive à borner les pertes? Donc, ça veut dire réduire, dans ce sens-là, l'exposition et réduire la circulation virale. Et donc, vous vous rappelez peut-être qu'on était toujours confrontés avec les images des cas. Tous les jours, on nous a montré les cas qui augmentaient, et on a eu naturellement la sensation de quelque chose, il est en train d'accélérer, ça devient de plus en plus vite parce que les cas, ils augmentent, etc. Mais on s'est dit, mais finalement, donc, c'était naturellement la dimension sous-jacente à ces cas-là, c'était le temps. Donc c'était par rapport à notre festival, c'est ici ce qui nous raccroche au thème du festival. Donc dans le temps, on voyait que les cas ils augmentaient, donc qu'on sentait il y a quelque chose. Mais bon, est-ce que nous sommes posé la question, est-ce que c'est ça
la bonne vision des choses? Est-ce que juste parce qu'on observe qu'il y a des cas qui deviennent de plus en plus grands, le nombre de cas qui augmente, est-ce que c'est ça qui nous indique effectivement qu'il y a une accélération des pertes ou des dommages ou pas? Et donc, on a bien vu que l'autre information qu'on pouvait retenir dans cette situation-là, c'était en fait les tests qu'on faisait. Il y avait un débat, si vous vous rappelez, sur notamment cette fameuse phrase de Trump à l'époque, oui, mais si on testait un peu moins, on aurait moins de cas. Et on a dit oui, effectivement, c'était ça la relation. Donc, pour connaître en fait combien de cas il y en a, il faut tester, il faut aller chercher les cas. Parce que sans faire des tests, on ne peut pas vraiment savoir combien de cas il y en a. Donc, les cas, ils ne tombent pas du ciel. Il faut faire quand même un petit effort diagnostique, comme on appelle. Il faut faire un effort d'aller chercher les cas. Donc, il faudrait quand même aussi une petite stratégie de test. Donc, si on met en relation, donc ça, les graphiques qui sont un peu pointus, qui peuvent faire peur, mais en fait, là, c'était juste le graphe bleu en haut à droite, c'est justement les cas cumulés. Donc, on rajoute sur la base du temps les nombres de cas qui s'accumulent. Et donc, naturellement, vous voyez que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Mais là, ce n'est pas pris en compte l'effort de test. Donc, nous, on pourrait dire qu'effectivement, on voit qu'il y a une sorte d'accélération des dommages si on suppose que le nombre de tests est toujours le même. Mais si on augmente aussi le nombre de tests, au même moment, ce que vous voyez ici en bas, l'autre ligne bleue là, qui est cumulatif en bas à droite, on voit bien qu'il y a une sorte de relation. Donc, plus on teste, plus on trouve des cas. OK, donc ça nous semble juste. Mais est-ce que, comment on voit alors qu'il y a effectivement une situation qui s'empire si on voit les deux choses mises en relation? Okay? Et en fait, c'est ça ce qu'on a fait. Et c'est devenu une sorte de notre mesure qu'on a utilisée pour étudier l'accélération et la décélération des pertes, donc des dommages dans le sens du nombre de cas du Covid. Et je vous présente ici un petit graphique qui montre que, donc je ne sais pas si on le voit très très bien, les descriptions de en dessous ce qui est écrit, ça semble un peu flou. Mais ici, on est dans le temps entre juin 2020 et octobre 2020. On a toujours pris le 13 juin, 13 juillet, 13 août, etc. jusqu'en octobre, ce qui est le 25 octobre. Et ce qu'on voit ici, c'est que quand on met en relation les tests et les cas, donc en dessous, on a la fraction des tests cumulés sur l'axe des X, et sur l'axe des Y, on a le nombre cumulé des cas. Et donc, comment on peut alors mesurer que quelque chose est en train de plutôt décélérer, ou quand est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'accélérer? Vous voyez bien que plus on teste, et dans la même relation, on trouve moins de cas, mieux c'est. Okay? Et ça, c'est typiquement une relation concave. Donc, ça veut dire que la courbe, elle va dans ce sens-là, elle baisse. Plus j'augmente les tests, moins je trouve de cas. Donc, elle est concave, cette courbe-là. Et ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. La perte, donc les dommages, donc le nombre de cas, il est en train de diminuer plus je fais des tests. Okay? Et ça, c'était effectivement mi-juin 2020, vous vous rappelez, on sortait du premier confinement. Donc, le confinement a fait effectivement que la circulation virale, elle était en train de se calmer, de décélérer. Mais on avait ouvert tout. Et donc, vous voyez que c'est en train de changer au fur et à mesure du temps. Et en août, on voit déjà que ça croise cette ligne qui est la ligne pointillée, ce serait la relation linéaire, comme on appelle, donc le nombre de tests. Donc il y a le même nombre de tests qui donnent le même nombre de cas.
Donc ça c'est linéaire, mais ça passe en dessous. Donc ça veut dire que plus je teste, et proportionnellement, plus je trouve aussi des cas. Donc dans ce sens-là, la courbe, elle devient convexe, et c'est ça qui indique un peu l'accélération de perte. Donc quand la courbe elle est convexe, la situation, elle accélère. Et vous avez bien vu que donc, ces graphiques montrent pourquoi alors on parle d'accélération de l'accélération, qu'on peut mettre en équation avec une sorte de concavité et convexité de cette relation entre les nombres de tests et les nombres de cas. Donc j'espère que je vous ai un peu introduit cette notion de l'accélération. Je ne sais pas si mon co-auteur Patrick Pendu, s'il veut juste compléter quelque chose, ou si j'ai bien dit les choses. Oui, juste peut-être pour résumer, donc le message qu'on voulait vous transmettre à ce stade, hors dehors des aspects techniques, c'est simplement de dire que si on veut mesurer correctement la circulation virale, il ne faut pas la mesurer par rapport au temps. Il ne suffit pas que le temps s'écoule, mais il faut la mesurer en comparaison par rapport au nombre de tests. Voilà, quelque chose qui peut être fait de manière tout à fait simple. Donc c'est un peu les tests qui sont l'unité de mesure de l'accélération virale, ce qui n'est pas une information qui était disponible dans les discussions publiques. Et donc voilà, donc c'est aussi un peu cette intuition qu'on a retenue par rapport à notre travail ici, c'est que pour comprendre s'il y a quelque chose qui est en train d'accélérer ou décélérer, peut-être il faut aller faire l'effort d'aller chercher s'il y a des changements qui nous affectent de manière positive ou négative, et pas juste compter des événements par rapport au temps. Le temps, c'est peut-être pas la bonne mesure qui nous indique qu'on est en train de vivre une situation qui s'améliore, qui est en train de se détériorer. Donc voilà, donc ça c'est notre point de départ. C'est bien l'incertitude, parce que vous voyez, on n'a pas de probabilité, rien du tout. On regarde deux choses, les tests, donc c'est l'effort de test et les cas qu'on trouve, et c'est la seule chose qu'on met en relation. Mais ici, après, chez mes collègues qui sont beaucoup plus spécialistes, peut-être dans un certain sens de cette question-là, donc on a Michael, santé publique, Joël Guillot, qui vient plutôt des questions du climat, et Michel Leclerc-Olive, qui étudie l'incertain par rapport à l'incertitude. Et on fait peut-être ladies first, et c'est Michel qui commence, ou aïe, peut-être. Ah, ok, donc je ne savais pas de votre... donc, alors, Joël, est-ce que tu... Bon, bonjour à tout le monde. Donc je vais parler moi un peu de l'incertitude en climat. Vous savez que les projections du climat, comment le climat est en train d'évoluer, c'est quelque chose qui est très important. Actuellement, on en parle beaucoup. Et il y a effectivement pas mal d'incertitudes dans la mesure et dans la modélisation et dans les projections du climat. Et donc, il faut évidemment prendre en compte ces incertitudes pour la prise de décision. Quand les décideurs, les politiques, les acteurs de la société doivent prendre des décisions, ils ont besoin de connaître quel est le degré de certitude qu'on peut accorder à nos projections. Alors, au niveau de l'incertitude, d'abord, c'est quelque chose qui est assez complexe. Ça dépend de beaucoup de choses, soit un défaut de connaissance, ça peut être aussi un manque d'informations, un manque de données, un désaccord aussi entre ce qui est connu et même ce qui est connaissable. Et donc, il peut y avoir différentes sources d'incertitude. Là, ici, évidemment, je vais vous donner ça pour le climat. Les premières sources d'incertitude, c'est les erreurs de mesure. Donc, on a des instruments, on a des thermomètres, on a des pluviomètres, et on fait des mesures. Et là, il y a une certaine incertitude, une certaine précision qui est due aux instruments. Et puis après, il y a le traitement des données qui lui-même également induit certaines incertitudes. Une deuxième source d'incertitude, c'est dans l'agrégation.
Quand on parle de réchauffement climatique, on fait souvent des moyennes sur toute la planète et je vais vous en montrer une après. On montre une courbe de température qui est en fait la moyenne de toutes les stations météo de la planète. Eh bien, ça, comme la couverture de stations météo n'est pas du tout homogène sur la surface de la Terre, eh bien, ça induit aussi des erreurs, des incertitudes sur la couverture en fait spatiale. Alors, il y a la variabilité naturelle qui est aussi source d'incertitude. Il y a des processus qui sont aléatoires, qui sont très variables, par exemple, d'un point à l'autre. Les précipitations, par exemple, c'est un paramètre qui est très, très variable, contrairement à la température qui l'est beaucoup moins. Et puis, il y a des processus qui sont inconnus. Et puis, quand on regarde les impacts des changements climatiques, on peut arriver à des processus écologiques ou aussi des processus sociaux. Et en fait, plus on va vers l'humain, plus on va vers le social, plus les incertitudes sont importantes. Et puis, tout ça est étudié avec des modèles. Alors, en climatologie, on a des gros modèles climatiques qui sont assez nombreux. Et quand on compare les solutions, les projections que nous donnent ces modèles, ils varient d'un modèle à l'autre. Et donc, cette dispersion entre les modèles montre qu'il y a aussi sans doute des incertitudes qui sont liées aux processus qui sont pris en compte dans ces modèles. Et donc, c'est aussi une façon de mesurer cette incertitude, c'est de regarder la dispersion des modèles. Et puis alors, il y a l'incertitude qu'on a sur les scénarios. Quand on fait des projections dans le futur, eh bien, on ne sait pas comment les politiques vont se mettre en place. Est-ce qu'on va prendre des mesures complètement draconiennes pour limiter le réchauffement climatique, ou bien on va continuer, comme on dit, business as usual, on continue à émettre des gaz à effet de serre comme on a toujours fait. Donc selon le choix de société, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes résultats, et ça, c'est aussi une source d'incertitude. Et puis il y a d'autres paramètres qui ne sont pas liés au climat, qui peuvent aussi à certains moments induire certaines incertitudes. Voilà, merci. Alors voilà, par exemple, au niveau des observations, vous avez ici une courbe de température qui est donnée par une équipe, par différentes équipes. Mais la plus longue, qui démarre en 1750, c'est l'équipe de Berkeley. Et vous voyez que entre 1750 et 1850, il y a en gris, ce sont les incertitudes, et elles sont assez grandes. Tout simplement parce qu'on a beaucoup moins de données dans la période antérieure. On avait essentiellement des stations météo en Europe et dans les colonies rapprochées des pays occidentaux. Donc il y avait plein de pays où il n'y avait pas de mesures, et donc c'est très difficile de faire des extrapolations spatiales par rapport à ce qui était disponible. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien ces incertitudes se réduisent, et on peut alors voir très clairement une tendance. Donc il y a une accélération du réchauffement pendant les 40 dernières années. Et là, on peut dire que cette accélération, elle est presque certaine parce que les incertitudes sont relativement faibles. Par contre, si on regarde les précipitations à droite, alors là, ce n'est pas les précipitations du globe parce que ça n'aurait pas beaucoup de sens de faire une courbe moyenne de précipitations. C'est tellement variable spatialement que ça n'aurait pas de sens. Mais par contre, ici, c'est sur la région PACA. Et donc, vous voyez simplement, il y a des années en vert qui sont des années humides, et en brun, c'est des années qui sont sèches. Et en fait, il y a une grande variabilité d'une année sur l'autre, et on ne peut pas déceler de tendance. Donc ici, la variabilité naturelle des précipitations empêche de voir s'il y a une tendance dans les précipitations ou pas. Alors, pour pouvoir vraiment dire qu'une cause correspond à un changement, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle en climatologie, c'est un problème d'attribution. Donc, on sait que les gaz à effet de serre augmentent et augmentent exponentiellement. Et donc, chaque fois qu'on a une courbe qui augmente exponentiellement, on ne peut pas dire qu'obligatoirement, c'est lié aux gaz à effet de serre. Donc, il faut réellement faire un effort d'attribution, et ce n'est pas possible de le faire sans une modélisation. Donc, on a à la fois des données qui montrent un changement et à quoi on peut l'attribuer. Est-ce que c'est au gaz à effet de serre? Certains climato-sceptiques nous disaient il y a quelques années que c'est à l'activité solaire. Enfin, il y avait d'autres raisons qui venaient. Et le graphique que vous voyez à droite, eh bien, vous voyez deux simulations avec les modèles. En bleu en bas, on introduit dans le modèle ce qu'on appelle des forçages. C'est l'activité volcanique, c'est l'activité du soleil. Tout ça, c'est des forçages naturels du changement climatique. Et vous voyez que la courbe est plate.
Donc c'est impossible avec l'activité du Soleil et avec l'activité volcanique de faire décoller la température. Par contre, la courbe en rouge, vous voyez qu'elle décolle, simplement parce qu'on a ajouté comme forçage les gaz à effet de serre. Donc là, on a fait une attribution et qui montre qu'on ne peut pas expliquer le réchauffement qu'on observe depuis 50 ans autrement que par l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc c'est simplement pour vous dire qu'on ne peut aller dans la solution qui au-delà des incertitudes qu'avec de la modélisation. La suivante, merci. Alors, maintenant, ce que nous demandent les décideurs, c'est de faire des projections futures. Et là, il y a une autre source d'incertitude qui arrive, c'est que les conditions futures ne sont pas connues. Est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'on va par exemple respecter l'accord de Paris qui nous impose de limiter le réchauffement à 1,5 degré et peut-être temporairement à 2 degrés, mais en tout cas revenir à 1,5 degré à la fin du siècle, ou bien on va laisser filer les émissions et à ce moment-là, le réchauffement va être beaucoup plus important. Et qu'est-ce qu'on met dans cette trajectoire? En fait, on met des scénarios. Et par exemple, on va y mettre la population mondiale. Il est évident que si on est 7 milliards d'individus ou si on est 12 milliards, les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas être les mêmes. Donc on met ça dedans. Donc c'est un des paramètres d'entrée. On y met aussi le PIB. Si on a une activité économique très importante avec une croissance qui est très chérie par les économistes, eh bien on n'aura pas du tout les mêmes évolutions dans les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, si on a une énergie qui est carbonée ou une énergie qui est renouvelable, décarbonée, eh bien, là aussi, ça ne va pas avoir les mêmes conséquences. Donc, on met tout ça à l'entrée du modèle et on définit de cette manière-là 4 scénarios. Bon, là, ici, le GIEC, dans son rapport qui est paru en 2014, a défini 4 scénarios. Le plus vertueux, qui est appelé RCP 2.6, où là, on a des bonnes chances de rester en dessous de 2 degrés. Et puis, il y a le business as usual qui nous fait aller à des réchauffements de l'ordre de 5-6 degrés. Voilà. Alors, la suivante, oui. Et ça nous donne des températures. Voilà, je mets juste 2 scénarios. En bleu, c'est le scénario vertueux, et en rouge, c'est le scénario business as usual. Et on voit bien que jusqu'à à peu près 2040, il n'y a pas vraiment de différence entre les projections. Hein, et puis au fur et à mesure que le temps avance, eh bien, les 2 scénarios se distinguent et vous avez la surface bleue ou la surface rouge qui vous donne les incertitudes liées au modèle et aux mesures, à la variabilité interne. Eh bien, à partir de 2050, les incertitudes liées au scénario deviennent plus importantes et on a 2 situations complètement différentes. La suivante. Alors là, je ne vais pas trop m'appesantir. Simplement, dans le 6e rapport, il s'est posé la question de savoir à quoi ça correspond ces 4 scénarios qui ont été retenus pour le 5e rapport. Ça ne correspond pas du tout à des choix de société. Alors, on a défini alors des scénarios socio-économiques partagés qui permettent de relier ça à des choix de société. Et par exemple, voilà, le scénario qui est appelé scénario socio-économique partagé, ça fait SSSP. Eh bien, le 1, eh bien, c'est un scénario de développement durable. Donc, on va vraiment faire tout ce qu'il faut pour satisfaire l'accord de Paris. Alors après, par exemple, il y a le 3, le SSSP 3. On va faire des efforts, mais chacun le fait de son côté. Il y a une grande disparité régionale et il n'y a aucune coordination. Le SSP 4, eh bien, on bâtit une économie qui fonctionne sur les inégalités. Donc il y a des fortes inégalités entre le sud et le nord, mais à l'intérieur des pays, il y a aussi de fortes inégalités. Et donc ça va donner un scénario encore plus émetteur de gaz à effet de serre. Et puis alors le 5, c'est un scénario où c'est les énergies fossiles qui continuent à être utilisées à tort et à travers. Et tout ça, ça nous fait des émissions qui vont de moins 10 à 125 tonnes de CO2 par an. Donc vous voyez la grande dispersion. Alors des valeurs négatives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire qu'on continue à émettre le moins possible et en même temps on utilise des méthodes pour extraire le CO2 de l'atmosphère. Donc
si les méthodes d'extraction sont supérieures aux émissions, eh bien, on a des émissions négatives. Et donc, vous voyez une très grande dispersion qui dépend de ces scénarios. Alors là, pour terminer, je voulais vous montrer quelque chose d'intéressant. Donc, la suivante, on va aller tout de suite. Voilà, c'est ici. En fait, quand on travaille de manière un peu précise sur des cartes, on va essayer de voir comment ça se passe région par région, etc. Alors, on voit une grande incertitude. Par contre, si on cumule tout ça, on cumule les émissions depuis la période pré-industrielle, on va dire grosso modo c'est la fin du XVIIIe siècle, jusque maintenant, et qu'on plotte sur ce même graphique les températures. Donc vous voyez en X ici, on a le cumul du CO2. En noir, vous avez les mesures jusqu'en 2020. Et après, ce sont les projections. Et vous voyez que les différents scénarios dont j'ai parlé avant, eh bien, ils s'alignent parfaitement. Et en fait, dès le moment où on parle de cumul du CO2, eh bien, la température globale est linéairement corrélée à ce cumul. Donc, on gagne en certitude, en fait. Quand on agrège, eh bien, on gagne en certitude. Et on en arrive même à dire que quelle que soit la politique qu'on fait, on sait que chaque fois qu'on émet 1 tonne de CO2 dans l'atmosphère, ça va correspondre à telle fraction de degrés de réchauffement. La suivante. Et à tel point qu'on peut même représenter le processus de cette manière-là. On peut considérer, ça c'est un dessin qui est extrait d'une bande dessinée sur le changement climatique que j'ai réalisé avec une collègue médiatrice scientifique. On peut considérer que l'atmosphère, c'est une marmite dans laquelle on a mis du CO2 depuis la fin du XVIIIe siècle, depuis l'invention de la machine à vapeur. On a commencé à utiliser du charbon, puis du pétrole, etc. Et donc, actuellement, on est à peu près un peu en dessous de 2500 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez, la marmite, elle est à moitié remplie. Et on sait que si on accepte l'idée d'un réchauffement. Actuellement, on a un réchauffement de 1 degré, 1,1 degré. Donc, c'est la moyenne globale. Si on accepte un réchauffement de 1,5 degré, eh bien, on sait qu'on a encore droit à 500 gigatonnes supplémentaires. Si on dépasse ces 500 gigatonnes, eh bien, la température va être plus élevée. Et donc, par exemple, si on accepte un réchauffement de 2 degrés, eh bien, on a encore droit à un budget de 850 gigatonnes supplémentaires. Donc, ça, c'est des choses qui sont quasi certaine, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance à ça. Et ce genre de résultat fait que les politiques qui sont préconisées par le GIEC pour limiter le réchauffement peuvent être directement déduites des émissions de gaz à effet de serre qui sont cumulées depuis 2 siècles. Voilà, je vous remercie. Ah pardon, j'ai encore une diapo qui est intéressante. Parce que ça vous montre en fait l'évolution des sources d'incertitude en fonction du temps, et ça correspond bien au débat d'aujourd'hui. Vous voyez le temps en X et le pourcentage d'incertitude. Donc c'est l'incertitude totale avec 3 sources principales. En bleu, vous avez la dispersion entre les modèles. En vert, c'est la dispersion entre les scénarios. Et en orange, c'est la variabilité interne. Donc c'est des choses complètement aléatoires qu'il est difficile de contrôler. Et vous voyez que quand on démarre au temps 0, c'est-à-dire maintenant, eh bien, ce qui domine actuellement, c'est la variabilité interne. Donc, la variabilité interne, c'est lié à la variabilité de l'océan, de l'atmosphère. C'est les phénomènes en fait météorologiques qui induisent une variabilité qu'on ne peut pas réellement utiliser pour faire des projections. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, eh bien, on arrive à peu près en 2030, où la variabilité qui est due au modèle arrive à un maximum, et la variabilité qui est due au scénario commence à s'épaissir, si vous voulez. Donc, en gros, à partir de 2040, eh bien, la variabilité des scénarios devient prépondérante sur les 2 autres sources de variabilité. Et donc, si on va jusqu'en 2100, eh bien, à la fin, c'est la différence entre les scénarios qui est prépondérante. Donc, en gros, ça veut dire que jusqu'en 2040, quelles que soient les mesures qu'on prend, eh bien, on aura toujours le même réchauffement.
parce que la variabilité due au scénario est très faible. Et au fur et à mesure qu'on va plus loin, eh bien, c'est les scénarios qui deviennent importants. Alors ça pose un problème pour les décideurs. Ça veut dire que les mesures qu'on va prendre maintenant, elles ne seront visibles que dans 20 ans. Et alors c'est très difficile de convaincre les gens que ce qu'on fait, ça ne va pas se voir tout de suite. Alors il y a évidemment des façons de présenter les choses qui sont, à mon avis, très intéressantes et très pédagogiques. C'est de parler de co-bénéfices. Si on limite les énergies fossiles, on va aussi limiter la pollution par le soufre, les particules, par le dioxyde de carbone, etc. Et finalement, ça va être un bénéfice pour la santé qui, lui, sera immédiat. Et donc, c'est ce qu'on appelle un avantage gagnant-gagnant. Dans l'immédiat, on a des bénéfices importants pour la santé, et dans le futur, on a des bénéfices pour le climat. Voilà, maintenant j'arrête, je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez décidé. Merci. Alors, j'ai du mal à répondre à la question de ma discipline parce que, voilà, dans la vie, j'ai changé de discipline. J'étais probabiliste mathématicienne jusqu'à il y a une vingtaine d'années et je suis devenue sociologue, anthropologue, philosophe, enfin voilà. Et donc, ça, je ne peux pas oublier ce passé. Ça me pose des tas de problèmes identitaires, c'est pour ça que je ne peux pas répondre à la question. Mais en même temps, ça donne à penser et je vais essayer de transmettre 2-3 petites choses. Alors d'abord, par rapport au GIEC, j'avais prévu de m'appuyer sur des commentaires de tweets sur Le Monde a publié un article sur une responsable française du GIEC, j'ai oublié son nom. Valérie Masson-Delmotte. Oui, c'est ça, voilà, Madame Delmotte. Et j'ai lu 2 tweets en réaction à ça. Alors, le premier, ce sont ces gens du GIEC qui avancent que le verdissement de la planète et le puits de CO2 va s'essouffler par manque de phosphore. Reporting politique d'une science compromise, transformant des hypothèses en certitudes. Réponse à cela, deuxième tweet. Visiblement, vous n'êtes pas renseigné. Ce ne sont pas des hypothèses, mais les lois de la physique incontournables et imparables qui permettent de faire des prévisions. Et celles-ci se vérifient sous nos yeux si on veut bien les ouvrir. Donc, ces 2 oppositions témoignent de la même matrice de pensée qui est que la science aurait comme objectif de fournir des certitudes. Les 2 interventions vont dans ce sens-là. Or, je pense que c'est extrêmement dommage que l'opinion publique ne soit pas préparée à travailler, comme vient de le faire mon collègue climatologue, en travaillant sur l'approximation, sur l'incertitude. C'est fondamental de pouvoir travailler dans ce contexte-là et ne pas attendre que la science, qui n'est pas que mathématique, en mathématiques on aboutit à des certitudes, quoique, mais bref. Donc c'est fondamental d'être capable de penser en situation d'incertitude. Je cite même Edgar Morin qui, dans son appel à penser la complexité, dit par exemple qu'on vit dans un océan d'incertitude, ce à quoi je souscrirais évidemment volontiers. Et ce qui m'amène et qui fait le lien avec une partie de la thématique du festival, c'est que les petites recherches que, donc je dis, j'étais probabiliste dans le temps, une des problématiques qui me semble importante, c'est de ne pas se laisser prendre par la modélisation de Kolmogorov, c'est-à-dire celle qui traîne dans toutes les têtes de tout le monde, qui date des années 30 et qui consiste à penser qu'on peut parler de l'incertitude par une position de surplomb qui oublie le temps. Et en fait, temps et incertitude sont toujours entremêlés, comme vous venez de le montrer en fait, sur ces questions très concrètes auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et ça, cette manière de voir permet de voir, fait le lien avec l'opinion, la manière dont on pense couramment.
Par exemple, et je pense en particulier aux travaux d'un philosophe britannique qui s'appelle Toulmin, où quand on utilise, par exemple, l'expression « probablement », et je pense aux météorologues, par exemple, qui sont très prudents dans ce domaine, disent « il pleuvra probablement demain ». Bon, évidemment, c'est une manière de se couvrir, parce que s'il ne pleut pas demain, c'est pas grave, leur compétence de météorologue n'est pas vraiment en cause. Ça, c'est un premier temps. Mais il y a un deuxième temps, c'est qu'ils ne peuvent pas dire toujours probablement en se trompant. Parce que ça, au bout d'un moment, c'est aussi leur compétence qui est mise en cause. Donc, temps et incertitude sont tout le temps liés. Donc, c'est une petite contribution à la réflexion sur à contre-temps. Contre-temps, pour moi, c'est une opération qui consiste à détemporaliser, c'est-à-dire à se défaire de l'idée que le temps est quelque chose qui nous vient, comme dit Kant, une catégorie naturelle, première, dans laquelle viendront s'installer les phénomènes. Non, les phénomènes eux-mêmes ont leur devenir. Je prendrai juste un exemple, le tableau des ambassadeurs de Holbein. Il a peint ça en 1533. Je ne sais pas en quelle année il est mort, mais il a dû mort triste, parce qu'il a fallu attendre le milieu du XXe siècle pour qu'on comprenne ce qu'il a voulu dire dans son tableau. Jusque-là, l'interprétation du tableau, c'était à la gloire, les ambassadeurs, à la gloire des puissants, des riches, etc. Et en réalité, vous regarderez, j'aurais pu... Ouais, ce serait trop long de retrouver la diapo, mais bon, elle est sur Internet. Hein. En bas, il y a un dessin bizarre, et tout le monde s'interrogeait sur ce que pouvait bien vouloir dire cet os de sèche. C'est comme ça qu'on a nommé ce dessin bizarre. Jusqu'à ce qu'un Lituanien regarde le tableau par la tranche et voit que cet os de sèche est en réalité une tête de mort, ce qui inverse complètement la signification du tableau. Ce ne sont plus des grands puissants qui vont représenter le monde et qui dominent, mais ils sont mortels comme les autres, quoi. Voilà. Donc, cet avatar temporel de l'interprétation d'un tableau va à l'encontre de, par exemple, ce que dit Foucault sur les Ménines. Il repose toute son argumentation sur l'interprétation des Ménines qui ne change pas. Vous regardez l'ombre portée par une futaie sur Internet, mais selon la manière dont la personne qui regarde, ça ne va pas changer les lignes d'ombre qu'il y a dans le tableau, mais ça peut changer votre regard sur les choses. Autrement dit, la philosophie, la manière dont nous pensons le temps, nous pensons l'incertitude, est totalement essentielle pour se rapporter à des phénomènes naturels, y compris liés, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des lois de la physique qui sont censées, dit ce monsieur ou cette dame, comment il l'a dit là, je vais retrouver parce que les adjectifs sont importants. Voilà, incontournable et imparable. Les lois physiques ne sont pas incontournables et imparables. Il suffit de se rappeler qu'au début du XXe siècle, Einstein a bouleversé complètement les représentations du temps et de l'espace en faisant en sorte, et en conséquence de ces théorisations, on est obligé, y compris en sciences sociales, et ça c'est une invitation à tout le monde, y compris en sciences sociales donc, de renoncer à toute idée d'absolu. Comment se débrouille-t-on pour penser en situation d'incertitude, bien que l'on n'ait plus aucun absolu? J'oublie la mécanique quantique, etc. Mais déjà, rien qu'avec les théories de la relativité, on est sommé de réviser tout un tas d'habitudes de pensée qui nous ont été enseignées, avec lesquelles on fonctionne. Il faut s'en déprendre, quoi. Alors, c'est compliqué, j'ai mes propres propositions, mais ce n'est pas le moment. Mais il faut se rendre compte que chacun a une responsabilité dans la perception et dans la manière de recevoir ces travaux, par exemple du GIEC, qui montrent à l'évidence qu'il faut être capable de penser en même temps en termes d'incertitude et que ces incertitudes peuvent se réduire et qu'il est légitime, responsable de parler de presque certitude. C'était déjà des débats
que saint Thomas d'Aquin proposait, puisque la notion de probabilité, à l'époque, elle voulait dire certitude morale, c'est-à-dire on était quasiment sur une certitude, mais on ne pouvait pas le démontrer comme pour la foi ou comme pour les mathématiques. Bon. Et le mot probabilité a bougé de sens à partir de l'émergence de la théorie des probabilités. Ce n'est pas lui qui a ficelé la théorie et le modèle en tant que tel, mais c'est une ingéniosité de Pascal et de Fermat, fin du XVIIe, entre 1650 à peu près, peu importe. Mais c'est de là que part la quantification de ce que l'on considère comme incertain. Et leurs travaux mènent à l'idée d'espérance mathématique qui a été très discutée, le problème n'est pas là. Mais petit à petit, on s'achemine vers les années 30, 1930, vers la théorie de Kolmogorov, la modélisation de Kolmogorov, et qui exclut complètement le temps de la pensée de l'incertitude. Donc, on a beaucoup de mal à se déprendre de ça, beaucoup de penseurs, d'opinion publique, d'influenceurs, comme on parle aujourd'hui, manipulent ces données, et si on s'introspecte, on s'aperçoit qu'on pense qu'on peut s'intéresser à l'aléatoire, à l'incertain, sans en référer au temps, ce qui n'est en réalité pas possible. Je passe sur l'exemple que j'ai cité de Toulmin tout à l'heure, qui montre, mais par exemple, l'expression impossible mais vrai est assez courante, mais en réalité, si on réinjecte du temps, donc des verbes, c'était impossible, mais ça s'avère vrai maintenant, on voit que le temps est intrinsèque à la notion d'incertain, et il faut absolument, il me semble, intégrer cela et revoir un peu les manières dont on pense sur ces questions. Voilà. On peut reprendre la parole après ? Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci. Donc moi, Michael Schwarzinger, je suis médecin de santé publique. Je n'ai pas préparé de diapo, mais c'est vrai que... D'ailleurs, merci pour votre accueil. On m'a demandé de faire quelque chose de plutôt pragmatique en tant que médecin et santé publique. Je vais repartir un peu de la Covid. Je crois que sur le début de la pandémie, parce que l'avantage de la Covid, c'est quand même qu'on a tous partagé cette expérience, donc on est à peu près au même niveau les uns les autres. Donc c'est assez facile d'en parler. Et la courbe que vous avez montrée tout à l'heure, on pourrait prendre exactement la même pour les scénarios qui étaient prévus. Enfin, je ne sais pas si on peut la remettre, mais enfin, vous l'avez gardé en tête. Hein, il y a différents scénarios. Donc il y a un modèle qui permet de prédire, donc qui sont des modèles qui sont faits par différents pays, mais le modèle français ne va pas être tellement différent de celui du modèle anglais de référence. Et donc quand la Covid arrive finalement en France, alors qu'elle n'était pas censée arriver en France, mais s'arrêter en Italie, enfin, je reprends un peu l'histoire, mais pour le GIEC, c'est un peu pareil. Hein. Sauf que la très grande différence entre la santé publique, médecine, et les problèmes de climat et de ses conséquences, c'est qu'on n'est pas du tout dans la même échelle de temps. C'est-à-dire que les réponses doivent être assez immédiates, alors que la difficulté pour les changements climatiques, c'est qu'on c'était très bien montré, on s'adresse à une échelle de temps qui est à des dizaines d'années de décennies. Et malheureusement, ce n'est pas du tout un incitatif à la réponse. Alors que quand les Italiens, manifestement, ne survivent pas à la Covid, et que par hasard, la Covid arrive en France, donc on utilise les mêmes modèles en Italie, en France et ailleurs, et les projections sont très similaires. C'est-à-dire qu'on paramètre un modèle pour essayer de décrire ce qu'on sait, qui est évidemment pas complet, donc c'est beaucoup d'incertitudes, et on pourrait reprendre exactement la liste qui était présentée tout à l'heure sur les incertitudes de paramètres, de mesures. On n'a pas de test, je vous rappelle à l'époque, donc on ne sait quand même pas trop ce qu'on mesure. On sait qu'il y a des phénomènes qui ne sont pas normaux, notamment de mortalité hospitalière, mais donc ces choses sont prises en compte dans un modèle, et on va prédire selon différents scénarios qu'est-ce qui pourrait se passer. Et donc la conclusion, je crois que c'était le 17 février, si je me souviens bien, le jour du confinement, ou 18 de 2020, la conclusion c'est que ce jour-là, dans le modèle français, 500 000 personnes étaient contaminées, et comme ces modèles sont exponentiels, donc, enfin mathématiquement, moi je ne suis pas mathématicien, contrairement à mes collègues, mais le lendemain,
vous passiez à 1 million. Et donc, si vous faites le ratio du nombre de morts sur le nombre de cas qu'on ne peut pas tester, parce qu'il n'y a pas de test à l'époque, de ce que vous pourriez avoir comme conséquence à l'hôpital, si vous ne faites rien le lendemain, c'est beaucoup plus grave. Le surlendemain, c'est beaucoup, beaucoup plus grave. Et donc, vous êtes obligé d'avoir une décision assez rapide. Mais ça reste un modèle. Donc, on ne saura jamais, évidemment, comme tous les pays ont fait à peu près la même stratégie, on ne saura jamais si vraiment c'est ça qui serait arrivé. Parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on mesure dans le modèle? Donc, dans le modèle précédent, c'est la température qu'on mesure. Dans le modèle Covid, ce qu'on mesure, c'est des nombres de morts Covid. Donc, la question un peu philosophique, c'est qu'est-ce que c'est qu'une personne qui décède de la Covid? Puisque assez rapidement, en santé publique, l'objectif, c'est d'identifier quels sont les groupes à risque. Donc des groupes à risque de faire des complications graves de la Covid, enfin de l'infection déjà pour démarrer, puis de la Covid, et assez rapidement, même quasiment tout de suite, puisque c'est quasiment la même chose que pour la grippe, ce sont des personnes qui sont fragiles a priori, fragiles au sens médical, ça veut dire qui sont à risque, enfin qui ont déjà un certain nombre, qui ont un âge assez important, qui ont déjà un certain nombre de pathologies graves, une ou plusieurs, et que forcément c'est un peu la surcouche qui fait que la personne va décéder. Donc évidemment, à titre individuel, ça peut être triste et dramatique. À titre collectif, c'est quand même la logique de 600 000 décès par an quasiment. Donc c'est pas non plus un phénomène complètement original. Donc la question posée par ce modèle à l'époque, c'est finalement qu'est-ce qu'on veut. Donc on a d'un côté un modèle qui prédit 500 000 personnes contaminées le 17 février 2020. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut éviter? Qu'est-ce qu'on va éviter? On va éviter des nombres de morts liés à la Covid, mais ce sont finalement des personnes qui, malencontreusement, du fait de leur passé, enfin de leur histoire médicale, seraient décédées quelques mois, quelques années plus tard, dans des conditions qui ne seraient pas finalement trop différentes. Donc je pense que ce à quoi ça renvoie, c'est, par rapport au modèle précédent, c'est la nécessité en situation d'incertitude. C'est de comment est-ce qu'on communique ces informations. Ensuite, comment est-ce qu'on prend des décisions, sachant que toute la communauté, enfin la société, attend des décisions quasi immédiates, et qu'on est face à une société qui, elle aussi, a ses incertitudes, et puis surtout ses certitudes. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que la difficulté des scientifiques, c'est qu'on reste toujours très incertain, donc on avance modérément dans la réflexion, enfin on avance modérément vite dans la réflexion, mais on peut être face à des personnes qui ont des certitudes qui sont beaucoup plus rapides, et pas forcément sur les mêmes arguments, et que souvent on a beaucoup de difficultés à communiquer les uns avec les autres, parce qu'on est face à des certitudes. Donc là, je suis peut-être en train de m'égarer un peu, mais bon, voilà, mon point, c'était sur l'incertitude. Je pense qu'on a vraiment, on a des outils en santé publique et bien sûr en médecine. On n'a pas du tout la même échelle de temps que celle qu'on peut avoir dans d'autres disciplines, et que finalement, pour répondre à un besoin de certitude, on est obligé d'apporter des certitudes, parfois sur des mauvais arguments, mais parce qu'il faut bien avancer à un moment. Voilà, c'est un peu mon point. Donc voilà, donc ça c'est un peu la panoplie des idées sur l'incertitude mélangée un peu avec les certitudes qui sont nécessaires pour avancer, pour prendre des décisions. On a un petit peu de temps quand même pour voir si vous avez eu des questions, des soucis, des interrogations que, suite à cette panoplie des perspectives sur l'incertitude, vous est venue. Et donc, on est peut-être prêt de lancer le défi d'une interrogation dans la salle. Sinon, on peut aussi continuer à discuter naturellement entre nous, mais on a une proposition de question.
Ça marche pas? Peut-être un peu bouger un tout petit peu avec celui-là. Merci. Merci. J'avais deux questions. Une question pour Joël Guillot. Je voulais savoir ce que vous pensez des courbes de la grande accélération de Stephen et Klutzel. Vous savez, c'est cet ensemble de courbes qui met sur une page les courbes des productions humaines, le nombre de crevettes, le nombre de téléphones, le nombre de tourisme, de blé, etc. Et sur l'autre page, les effets les effets, donc l'accélération du réchauffement climatique, de la chute de la biodiversité, etc. Bon, vous connaissez ces courbes. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de cette mise en parallèle et de cette existence qui tendent toutes à prouver qu'on est dans un avion qui monte à la verticale, grosso modo, mais qui sont en fait créées sur des échelles de temps qui ne sont pas les mêmes échelles de temps, qui permettent justement de créer ces courbes ascendantes. Voilà, je voulais avoir votre opinion sur cela. Et aussi, pour Madame Leclerc-Olive, j'étais curieuse lorsque vous dites qu'il faut réviser nos habitudes de pensée, il faut se déprendre il faut renoncer à toutes les notions d'absolu, et que vous aviez une idée, donc j'étais curieuse de la connaître. Okay. Je pense que celui-là, il marche aussi. Ah, il le micro sans fil. Je ne sais pas qui va ça. Je vous laisse le micro. Peut-être, si tu connais ces graphes, tu nous expliques un tout petit peu. Oui, d'accord. Donc ces graphes, c'est lié à la notion d'anthropocène. Crutzen, qui a prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le trou d'ozone, a émis à un moment donné l'idée qu'on avait changé d'ère géologique. On est arrivé dans une ère où ce n'est plus les éléments naturels qui sont dominants, mais c'est l'homme. Donc il a appelé ça l'anthropocène. Alors le problème a été pour les géologues de déterminer quand commençait l'anthropocène. Alors on peut parler par exemple de l'invention de l'agriculture, là il y a 5-6 000 ans ou plus, ça dépend des régions. Ou alors ce qui a été le candidat le plus sérieux pour le début de l'anthropocène, c'est justement lié à la grande accélération. C'est dans les années 50, si on regarde un paquet d'indicateurs, eh bien, ils augmentent tous de manière exponentielle. Le premier, c'est la population, c'est le PIB, c'est la quantité de déchets qui sont produits, etc. Alors évidemment, tout ça, ça ne veut pas dire que toutes ces courbes qui augmentent de manière exponentielle sont responsables du réchauffement climatique, par exemple. Mais c'est justement le recours à des modèles qui permet de le dire. Mais en tout cas, beaucoup de ces courbes sont vraiment reliées au réchauffement climatique, puisque c'est lié à l'activité économique, à l'utilisation des énergies fossiles, et à l'augmentation de la population. Et donc, effectivement, il y a vraiment une accélération qui se traduit finalement par une accélération aussi du réchauffement. Oui. Il y a plein d'autres paramètres climatiques aussi qui changent. En particulier, celui qui est un peu retardé actuellement, c'est la fonte des glaciers, parce que juste il y a une grande inertie, ça va nous tomber dessus un peu plus tard. Mais là aussi, ça se fera de manière absolument exponentielle. Et on parle d'ailleurs d'irréversibilité ou de tipping point, donc de point de bifurcation. Dès le moment où on a ce type de phénomène, eh bien, le monde n'est plus le même. On est dans un autre monde et les phénomènes sont complètement différents et on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Donc là, il y a réellement une grande incertitude
des lois physiques, pas les lois en elles-mêmes, mais comment elles vont se manifester, parce qu'on est dans un monde complètement différent. Je vous ai peut-être choqué, madame, en disant qu'il faut renoncer à l'idée d'absolu. Je suis désolé. Mais il y a des philosophes qui se sont occupés de cette question. Par exemple, la philosophie classique parle de l'homme, elle, avec un grand H. Quelqu'un comme Hannah Arendt parlera des personnes, des hommes. Bon, tout ça, c'est des manières d'introduire de la diversité et donc de renoncer à une idée d'absolu. Mais plus fondamentalement, une des conséquences qu'on pourrait tirer des apports des théories Einstein, de la relativité, restreinte ou générale, peu importe, c'est, puisqu'on ne peut... ces théories physiques aboutissent à l'absence d'absolu, c'est de remplacer cette question par, ça c'est une proposition personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut, ça m'intéresse de la mettre en débat, c'est de recourir à des pinces conceptuelles, des pinces catégorielles, c'est-à-dire deux termes. Et ça, ce n'est ni un absolu, ni un holisme absolu non plus. C'est prendre le risque de tenter de parler de la réalité en utilisant deux concepts, deux catégories analytiques. Et ça a un effet, ça a une conséquence, par exemple, c'est que les problèmes cessent d'être des problèmes techniques. Et donc, ça dévalorise la contribution, je suis désolé de me mettre tout le monde à dos, là, mais des experts, au profit d'un débat public. Si on ne peut pas trancher des questions de manière technique, parce qu'on ne peut juste avoir encadré une réalité par deux approches, c'est une manière de valoriser la prise de risque collective. Et donc de cultiver tout le monde et de prendre des décisions qui impliquent beaucoup de gens et qui acceptent de prendre ce risque, de prendre cette décision. On n'est pas obligé d'adosser une décision à un savoir technique expert. Je sens que je m'affronte là beaucoup. Mais voilà, c'est une manière de sortir de cette impasse apparente qui est de renoncer, par exemple, à la pensée en silo, qui est liée à l'expertise, évidemment. Il n'y a d'experts que parce qu'on est dans une discipline. Quand je suis entré au CNRS, on était plusieurs, évidemment, on a eu droit à un exposé d'un gars qui nous a dit « Dorénavant, vous émargez à une discipline. » Oh, bon, ben, la vie n'est pas comme ça, hein, du tout. La vie de la recherche n'est pas du tout comme ça, au contraire. Sans arrêt, on va piller ailleurs, on dialogue avec d'autres, etc. Bon. Et c'est fondamental, et c'est dans ces incertitudes-là, dans ce dialogue-là, qu'on peut trouver des pistes, des propositions qu'on peut mettre en chantier au sens où on les soumet au débat public et on voit ce qu'il en sort et on tente des choses qui seront jugées autrement si chacun y a participé qu'en évacuant la parole experte, ce qui se fait actuellement, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, je n'ai pas une question. Je voulais dire que moi, le titre m'a attirée. C'est à cause du titre que je suis là. Parce que vous avez dit que vous aviez hésité. Non, j'interviens suite à ce que vous venez de dire, madame, parce que ça correspond... pour moi, c'est une bouffée d'air frais, parce que je me dis quelque part, les experts, entre guillemets, quand j'écoute à la télévision tous ces experts qui viennent nous expliquer comment il faut penser, ça m'énerve, je ne supporte plus. Et j'avais lu un article une fois d'une scientifique, malheureusement je ne me rappelle plus le nom de cette femme, qui avait dit « La science a besoin des hommes ». En fait, les chercheurs cherchent, trouvent, réfléchissent, mais effectivement, je pense que dans la vie au quotidien, on a besoin de prendre des décisions en informant les gens et en les cultivant aussi sur les questions scientifiques.
Et à ce moment-là, les décisions doivent être prises collectivement avec une responsabilité des citoyens. Voilà. Donc je suis ravie de votre intervention, là, même si je n'ai pas tout compris dans votre débat auparavant. Moi, je voudrais juste intervenir parce que je trouve que c'est vraiment une question importante et en plus avec la Covid, ça a été quand même très débattu autour du comité scientifique qui a pris qui a en tout cas guidé de très nombreuses décisions et la participation de la démocratie, enfin la démocratie au sens des citoyens dans tout ça. Je pense qu'une des très grandes des difficultés, c'est d'arriver à avoir alors sans que évidemment tout le monde soit expert, mais justement face à ces certitudes, puis avec la vaccination, ça a été encore plus caractéristique. Parce qu'on a quand même en France en particulier, on avait un terreau de personnes qui étaient réticentes, comme on dit, hésitantes à la vaccination, voire opposées de façon très, très caricaturale à la vaccination, quelle qu'elle soit. Et donc c'est très compliqué. Là où il y a une vraie difficulté, mais je sais qu'il y a des techniques, c'est que ceux qui participent à ces comités, je ne sais pas comment il faut dire, c'est que ceux qui pourraient participer à ces comités citoyens, de la même façon qu'en épidémiologie, on voit bien que ceux qui participent à la recherche clinique ne sont pas du tout représentatifs de la population. Donc après, il y a soit l'option de l'obligation de la participation, soit le tirage au sort avec obligation de participer derrière. Mais je pense que c'est ce qui est très compliqué. Je vous rejoins complètement parce que ça a fait défaut. Et même entre experts, souvent, quand on n'est pas dans le bon silo, on est souvent assez déçu de ce qui se fait dans le silo d'en face. Et donc on aimerait bien aussi pouvoir s'appuyer sur par exemple une majorité dont on pourrait penser qu'ils seraient d'accord avec ce qu'on peut montrer. Mais la très très grosse difficulté, je trouve, méthodologique, c'est comment est-ce qu'on arrive à impliquer de gré ou de force des citoyens qui n'ont pas forcément envie de participer et qui, quand ils participent, ne sont pas forcément représentatifs de l'opinion générale. Et ça, c'est vraiment compliqué, quoi. Enfin, c'est une autre question, hein, mais du coup, on passe d'un problème à un autre, quoi. Et c'est certainement pas les experts qui sont la solution. Je suis d'accord avec vous. Justement, ça va faire le lien. Justement, sur le changement climatique, il y a eu une expérience, c'est de faire participer les citoyens, puisqu'il y a eu cette convention citoyenne de 150 personnes qui ont été tirées au sort. Et en fait, comment ça s'est passé? Simplement, l'expert a montré à ces 150 personnes, voilà, on a différents scénarios. Si on continue à vivre comme on le fait, on va dans un mur, il faut bien le dire. Si on réduit fortement, voilà ce qui va se passer. On va sans doute mieux avoir une planète qui sera plus habitable. Évidemment, il y aura des conséquences au niveau économique. Il va falloir changer de paradigme économique. Et puis après, les citoyens, pendant plusieurs mois, ont discuté. Et ce qui est assez étonnant quand même, c'est qu'ils sont arrivés à un consensus. À la fin, ils étaient tous d'accord pour dire il faut privilégier le scénario de rigueur écologique, si vous voulez. Et après, c'est le politique qui doit les mettre en œuvre. Et là, on voit qu'il ne l'a pas fait, quoi. Mais, donc je pense que la démocratie fonctionne et l'expert est là juste en appui et il doit présenter les différentes... évidemment, on a du temps avec le climat, on a un peu plus de temps qu'avec la Covid, mais je pense que c'était quand même une bonne expérience. Je ne sais pas s'il y a une question du public. Sinon, entre-temps, peut-être je peux continuer les discussions parce que effectivement aussi en Autriche, on a fait une sorte de... moi, je suis autrichienne, donc je suis un tout petit peu plus aussi ce qui se passe en Autriche. Il y avait un tirage au sort pour participer à des possibles politiques face au changement climatique. Et ce qui m'a frappé en lisant un tout petit peu les opinions des participants, c'était une dame qui disait mais ça lui a changé la vie. Sans ce moment de débat et de formation et de prise en conscience de la problématique elle-même, elle n'aurait jamais pensé à toutes ces conséquences qui peuvent arriver et que c'est nécessaire de changer son style de vie et du coup aussi de réfléchir sur les changements possibles que chacun de nous pourrait prendre.
Donc ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que bien qu'on vit dans un moment où on est face à tellement beaucoup de médias, des réseaux sociaux, etc., qui nous partagent des informations, les gens ont souvent quand même restent dans le non-savoir ou dans le non-perception de comment ils peuvent changer peut-être ou participer à ce changement qui a finalement peut-être une conséquence positive de la prise en conscience de plusieurs à la fois pour arriver à ce scénario écologique, disons, et que peut-être même dans le train de vie qu'ils sont en train de mener, ils n'ont même pas le temps de réfléchir et de poser la question. Donc on est vraiment dans une cage comme les animaux là, captés et c'est presque contradictoire avec le fait qu'on a le portable avec nous tout le temps et on peut se renseigner, mais finalement les bonnes informations n'arrivent pas dans notre cerveau. Donc ça, c'est peut-être aussi quelque chose qui est à noter. Et donc, j'aurais un peu deux questions, parce que pour Joël, dans ce sens-là, que toi, comme climatologue, que tu sais très bien quels sont les scénarios qui sont en train de se préparer devant nous, je dirais presque personnellement, comment tu vis ça? Et la deuxième question, plutôt pour Michael, dans ce sens-là, que toi, en tant que spécialiste en santé publique, tu as vu, donc tu as commencé à nous dire que c'était bien, il fallait cibler, d'abord comprendre qui sont les groupes à risque, et on a bien vite vu qui sont les groupes à risque. Et pourtant, tu parlais qu'on se battait contre les certitudes, mais je me demande les certitudes de qui, finalement? Parce que si on prend alors la remarque de Michel, qui a été retenue aussi par le public, les certitudes et les incertitudes ne sont pas nécessairement tous pareils partout. Et je pense là aussi, les experts, disons, nous scientifiques, on est quand même tous d'accord qu'on vit, on accepte l'incertitude quelque part, peut-être trop dans un certain silo, mais on essaie aussi de temps en temps, hein, en tout cas, de passer à côté, et ça nous met un peu mal à l'aise aussi, parce que d'un coup, on sort du silo et on ne sait pas comment poser la question et qu'est-ce qu'on peut dire sans apparaître un peu naïf, peut-être. Mais que les gens sur le terrain, ils ont quand même aussi une expérience qui est à prendre en sérieux. Et donc que eux, par exemple, face à ces questions, les mesures de santé publique qui ont été prises en France, mais d'ailleurs, on a un peu l'impression que tout le monde a copié les autres. Donc tu disais que ça aurait dû s'arrêter en Italie, mais c'est arrivé par hasard en France. Et finalement, on se retrouve tous avec les mêmes modèles de prédiction, mais aussi les mêmes modèles de réaction à ce qu'on a vu apparaître. Et que finalement, d'un coup, au fur et à mesure du temps, nous, en tout cas, on a pensé que dans nos discussions, il y a eu un gap entre l'expérience du terrain, où les gens ils ont bien compris comment il faut se comporter avec une difficulté, disons, sociale comme le Covid, et les mesures qui nous ont tombé dessus. Donc, il y a un gap entre... Donc, dans le sens, les groupes à risque qu'on a vu qui étaient, des décisions qui ont été prises, mais qui concernaient tout le monde finalement, et l'expérience du terrain, où les gens ils ont bien compris comment ça se passait, et les mesures qui ont été très lentes à incorporer le savoir-faire des gens dans le terrain, je dirais presque. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette analyse, mais voilà. Donc peut-être, Joël, que tu nous dis comment tu vis. Oui, en fait, le gap dont tu parles, le scientifique n'est pas du tout à l'abri non plus de ce qu'on appelle la dissonance cognitive entre ce qu'on sait, parce que le changement climatique, on le connaît depuis les années 80. Vraiment, ça a commencé à émerger dans les milieux scientifiques dans les années 80. Après, c'est arrivé dans le public beaucoup plus tard, mais on le sait, et les chercheurs du GIEC en particulier le savaient les premiers. Ça ne les empêchait pas de prendre l'avion très régulièrement pour écrire un rapport du GIEC. Eh bien, il faut sans doute une dizaine de voyages en avion dans différents pays, parce qu'il faut bien en plus que les réunions se fassent dans tous les pays du monde.
Alors là-dessus, je me suis dit, moi je suis chercheur depuis une quarantaine d'années, et je me suis amusé à faire mon bilan carbone de tous les voyages que j'ai effectués comme chercheur, donc depuis le début des années 80. Et je suis arrivé à peu près à 190 tonnes de CO2. Bon, ça ne vous parle pas, mais c'est grosso modo 17 années de consommation, d'émissions d'un Français moyen. Un Français moyen émet à peu près 9 tonnes par an. Hein, donc ça, c'est la moyenne du pays, avec une grande disparité. Si on partage ça en déciles de revenus, par exemple, le premier décile, donc les gens les plus pauvres, ils ne dépassent pas les 4-5 tonnes, et les gens les plus riches, les déciles supérieurs, ça va jusqu'à une centaine de tonnes par an. Hein. Et bien donc, j'ai émis autant donc pendant que 17 années d'un Français moyen. Donc là, effectivement, je me suis dit, il y a un problème. Donc, depuis, ça a été un peu facilité par le Covid, eh bien, on s'est dit, et les chercheurs le disent aussi, il y a des groupes qui existent, par exemple Labo 1.5. 1.5, ça veut dire qu'il ne faut pas dépasser un réchauffement de 1,5 degré, eh bien, qui se sont mis en place, et pour savoir comment, dans la recherche, on peut diminuer notre empreinte carbone. Et donc, ça fonctionne. Et moi, personnellement, je ne fais plus de voyage en avion, sauf très rarement. Je n'ai plus de voiture, j'utilise les transports en commun, le vélo, etc. Donc, mais ça a mis du temps pour percoler entre notre connaissance scientifique et notre pratique de tous les jours. Et ce que je voulais juste dire pour comparaison, parce que je me suis quand même amusé à dire, bon, le chercheur, il est coupable, effectivement. Il y a une différence entre ce qu'on a dit et ce qu'on a fait. J'ai comparé ça simplement avec... je ne sais pas, vous connaissez peut-être le site sur Internet qui s'appelle l'Avion de Bernard, où ils suivent les déplacements de Bernard Arnault dans son jet privé. Eh bien, lui, sur le mois de juin, il a émis avec son avion privé l'équivalent de ce que moi j'ai émis sur mes 40 ans de chercheur. Donc là, ça relativise les choses, quoi. Oui. Ah ben on m'entend. Oui. Alors, ça tombe bien que vous ayez parlé de l'impact de l'avion et tout, parce qu'il y a quelques années, moi j'avais entendu dire que l'impact au niveau écologique était de temps, et qu'Internet, tout ce qu'on télécharge, tout, hein, parce que tout le monde est addict hein, quand même, hein, enfin il y a une addiction quand on va dans les trains, moi ça me percute. J'avais entendu dire que, je crois que c'était il y a 7-8 ans, que dans 10 ans, ça serait un impact comme l'avion, le trafic aérien. Où en est-on? Est-ce qu'il y a eu des données là-dessus? Voilà. C'est tellement énergivore parce que tout le monde télécharge tout, les serveurs et tout. Oui. Il faut bien mettre... Oui, vous avez raison, et c'est à tort et à travers, parce que quand on envoie une pièce jointe ou quand on télécharge un film et qu'on le regarde sur un petit écran, il n'y a pas besoin qu'il soit à haute résolution. Enfin, il y a des tas de mauvaises utilisations d'Internet. Alors effectivement, actuellement, l'avion, pour l'instant, est responsable à peu près de 3 à 4% des émissions. Et l'Internet est à peu près responsable de la même chose. Et on calcule que dans moins de 10 ans, Internet, ce sera équivalent à la voiture individuelle, c'est-à-dire le double de l'avion. Parce que l'avion, pour l'instant, a été stoppé un peu par le Covid, mais visiblement, les gens n'ont pas bien compris les implications, parce qu'on voit partout des volontés d'étendre les aéroports pour augmenter le trafic aérien. Donc là, effectivement, il y a un problème entre ce que raconte l'expert et la façon dont ça est transcrit dans les politiques publiques. Mais en fait, en tout cas, Internet et surtout les vidéos à la demande, Netflix et compagnie, c'est surtout ça le gros responsable. On est d'accord. Je peux me permettre, je ne sais pas, moi qui ai quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, ça marche? Ça marche. Il faut le mettre devant. Je voulais savoir s'il y avait d'autres conventions citoyennes dans des pays comme les États-Unis, s'il y avait des choses qui se développaient, parce qu'on sait quand même que les États-Unis, c'est le plus gros impacteur au niveau et tout. Parce qu'on fait une moyenne pour le réchauffement climatique ou le changement climatique, mais il y a des pays qui, comme vous le disiez, hein, qui n'émettent pas beaucoup. Les États-Unis, c'est toujours les premiers. Est-ce que... Alors, les États-Unis, c'est les premiers.
avec l'Australie et les pays du Golfe également, par habitant. Oui. Hein. Si on fait le total par pays, évidemment, la Chine arrive bien au-dessus, mais en même temps, la Chine, elle construit, elle fabrique beaucoup de nos produits. Donc, on a ce qu'on appelle des émissions importées, c'est-à-dire qu'au lieu de les faire chez nous, on va les faire chez eux. Et si on prend ça en compte, il y a une certaine correction qui doit être apportée. Mais je ne sais pas, donc tu as dit qu'il y en avait eu une en Autriche de convention citoyenne. J'imagine que ça a dû être fait dans d'autres pays, mais je ne sais pas. J'ai une autre question ou vous vouliez... Je reprends une question qui a été posée par Alain Damasio dans Socialterre, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Quand on s'est confiné après le Covid, il a dit mais comment est-ce que ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir le même impact, la même force politique avec une urgence qui est celle du climat. Donc vous l'avez répété, il n'y a pas le même pas de temps. Mais pour vous, donc on est dans deux situations. On était dans deux situations d'incertitude. L'incertitude avec le Covid, il y a des incertitudes certes avec le climat, mais il y a des certitudes quand même et des probabilités fortes qu'avec un business as usual, on aille dans la mauvaise direction. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir un message politique qui amènerait à des changements aussi forts qu'on a eu avec le confinement et aussi rapides? Ça recoupe un peu la question de Myriam sur les groupes à risque. Je pense que la difficulté, donc le boulot de l'épidémiologiste scientifique, on va dire, c'est d'identifier les groupes à risque et des pistes, des scénarios pour améliorer les choses. Mais la santé publique, ça reste politique. Donc c'est certain, comme malheureusement pour le climat, le boulot s'arrête là. Après, on peut discuter du comité scientifique et de son impact sur les décisions qui ont été prises pour la Covid. La difficulté, de mon point de vue, parce qu'on en a parlé d'ailleurs assez vite, c'est que le groupe à risque était quand même, encore une fois, très, très, très vite identifié comme étant plus les personnes étaient âgées, plus les personnes étaient malades, plus logiquement elles étaient fragiles, plus elles étaient à risque quasi exponentiel de décéder. Donc ça passait de quasiment 0% à 18 ans à plus de 40% après 90 ans. Bon, c'est quand même assez simple. Je pense que, alors, il n'y a peut-être pas eu assez de pédagogie sur ces courbes. Mais après, la difficulté, c'est que les décisions qui doivent être prises, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a discuté un moment, à partir de l'exemple suédois, de la possibilité de confiner les seules personnes à risque et non pas toute la population, ce qui est tout à fait un scénario envisageable, puisque vous permettez à l'économie de se maintenir, tout en préservant, en attendant des solutions. À l'époque, il n'y avait pas... Donc les masques, on n'en reparle pas, mais il n'y avait pas encore de vaccin. Donc en attendant que les choses, l'innovation arrive à son terme et puisse permettre à tout le monde de vivre correctement, notamment le groupe à risque, donc vous mettez l'essentiel de l'effort sur les épaules du groupe à risque. C'est la logique de la santé publique. Et vous préservez le reste de la population qui continue à maintenir, à produire. Donc ce qui était un scénario tout à fait envisageable. Donc, avec la difficulté, alors, ça ne sera peut-être pas partagé parce que je vois que je ne suis pas le seul à avoir plus de 50 ans dans la salle. La difficulté, c'est que le pouvoir en France, et comme dans la plupart des pays de l'OCDE, n'est pas détenu par les moins de 50 ans. C'est pas eux qui votent déjà, enfin rarement, et ensuite c'est pas eux qui ont l'argent. Donc ma conclusion assez simple, c'est qu'on ne peut pas imposer à un groupe dominant des solutions qui ne lui conviennent pas. Donc il aura fallu attendre d'imposer les mêmes règles à tout le monde pour que ça soit possible. Mais dans la logique purement scientifique de ces modèles, le modèle qui a été très peu débattu en France, mais qui faisait partie, comme en Angleterre, des scénarios qui sont testés, il y avait le scénario confiner toutes les personnes de plus de 70 ans, ou plus de 60 ans, ou plus de 50 ans, confiner tout le monde. Il y a autant de scénarios qu'on veut une fois qu'on a un modèle. Donc c'est la résultante, c'est pas le scientifique, enfin les scientifiques font leur travail. Après, c'est un arbitrage de société qui est très politique. Donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que de la même façon pour le climat, je pense que c'est pour ça que ça dit un peu la même chose que pour le climat, c'est que si ça n'avance pas, c'est que les personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont le pouvoir aujourd'hui, c'est pas forcément celles qui ont un intérêt à un changement dans 40 ans, malheureusement. Hein. Même si elles peuvent être très altruistes, par ailleurs. Enfin, en tout cas, ceux qui sont là, j'imagine.
Après, si peut-être juste pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que... Pardon, allez-y. Ce que vous disiez là sur les personnes qui ont la décision, qui ont le pouvoir, aussi, ils n'ont pas envie d'arrêter leur trajet en jet privé, potentiellement. Donc, voilà. Dans ce cas-là, c'est mieux d'imposer une restriction de voyage à tout le monde pour que ceux qui voyagent le plus ne doivent pas tellement radicalement réduire leur oui, mais voyage. On en revient à quelque chose comme les décisions qu'on a prises au Covid en mettant la même chose pour tout le monde, qu'effectivement la personne qui va voyager une fois dans sa vie pour se faire plaisir et pour faire un voyage, je sais pas, en Amérique, pourra pas le faire, alors que c'est pas ça qui va faire la différence. Par contre, quelqu'un qui prend son avion de manière déraisonnée, son jet privé, là, ça fait la différence. Donc effectivement, il y a une sorte d'injustice qui se crée de ce côté, dans cet aspect-là. Oui, ou dit autrement, vu les décisions, de notre point de vue aussi un tout petit peu, ce qu'on a vu dans nos recherches sur le Covid, etc., c'est que vu les décisions publiques qui ont été prises, c'est une autre incertitude qui émerge, justement, cette incertitude de savoir dans quelle direction va aller la décision publique par rapport à la solution de la crise. Donc est-ce que c'est vraiment dans un monde qui est meilleur pour tout le monde ou qui nous impose des restrictions qui sont dans un bénéfice au coût pour certaines plus que pour d'autres. Donc ça inspire pas nécessairement beaucoup de confiance, disons ça comme ça. Ouais. Et du coup, je vais continuer. Une réaction aussi sur la gestion de la crise Covid, c'est que les experts qui faisaient partie du comité scientifique, ils étaient aussi très tous axés santé et qu'on n'a pas pris en compte, par exemple, les répercussions psychologiques, sociales, environnementales et même économiques, puisque l'économie, ça compte. Si les gens se retrouvent au chômage et sans argent, qui sont ruinés, c'est pas bon pour leur santé non plus. Donc voilà, ça rejoint aussi ce que vous disiez, qu'on a besoin de prises de décision plus démocratiques où tout compte, il n'y a pas que certains indicateurs qui comptent plus que d'autres. Et voilà. Et après, sur le climat, j'avais une question. C'était si jamais... est-ce que c'est possible, certainement, mais c'est incertain, qu'il y ait quelque chose qu'on n'arrive pas à envisager pour le moment et qui fasse que un phénomène naturel, par exemple, que ça inverse la donne et que... en général, c'est plutôt les phénomènes naturels, c'est plutôt une éruption volcanique ou une météorite, et ça augmente les gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'il y a des phénomènes naturels qui pourraient aller dans le sens inverse et contrebalancer le réchauffement? Oui, non. Au niveau du volcanisme, il ne faut pas espérer. Non, oui, je sais bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a des tests qui sont faits avec des modèles climatiques et c'est absolument impossible. Il y a autre chose aussi, c'est le refroidissement que la fonte du Groenland induit dans l'océan Atlantique Nord. Ouais. Et c'est déjà arrivé dans le passé. Il y a 15 000 ans, on a déjà eu une période où, en plein réchauffement, il y a eu un refroidissement drastique. Et est-ce que ça peut encore arriver? La réponse est que ça peut freiner un peu, mais pas plus, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de glace, beaucoup plus de glace que maintenant. Et maintenant, il n'y a plus suffisamment de glace pour inverser les choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop compter là-dessus. Et est-ce que, je continue, est-ce qu'il y a de l'espoir de trouver un moyen technique de capter le CO2 de l'atmosphère, et auquel cas, du coup, on nous demanderait moins d'efforts à faire? Oui, alors il y a effectivement beaucoup de gens qui espèrent ça. Et une façon de faire, c'est de simuler un immense volcan, c'est-à-dire en semant dans la haute atmosphère plein de petites particules d'acide sulfurique, ce que les volcans émettent. Et effectivement, oui, on peut faire l'apprenti sorcier. Hein. Pour l'instant, c'est des mesures qui ne sont absolument pas prouvées, ni leur efficacité, et surtout les conséquences, les effets secondaires, si vous voulez, que ça pourrait avoir, quoi. Je préfère qu'on n'essaye pas ce genre de choses. Merci. Donc, je pense qu'on arrive d'ailleurs à notre fin. Juste pour, je pense que la sensation quand même que moi je capte personnellement dans cette salle-là, c'est que il y a des incertitudes un peu partout, qu'on est bien consciente, et que cette incertitude elle-même, elle met en question notre gestion
la gestion de la vie ou de comment on fait les choses en soi, et que je pense que bien que c'est un questionnement peut-être un peu lourd, ça peut aussi amener à plein de motivation et énergie positive de dire, bon, on voit bien que le système dans lequel on est, ça nous amène vers le mur, donc essayons quand même, ne pas seulement par le climat, etc., qui est naturellement la question la plus urgente peut-être aujourd'hui pour tout le monde, mais aussi en vue des expériences qu'on a eues avec le Covid, notre phénomène mondial quand même, que nous avons besoin de réfléchir sur tout, en fait. Même notre rapport entre les décideurs publics et les gens, les hommes et les femmes, etc., et de se dire, mais comment ça se fait que la première réaction est de mettre en place, par exemple, un comité scientifique qui consiste que avec des personnes de santé et pas d'autres personnes, et donc on essaie à nous entraîner à être un peu plus réactifs par rapport à cette sensation que, comme on est dans l'incertain, il faut être prêt à être un peu plus réactif pour éviter de justement nous voir face à quelque chose qu'on n'est plus en train de manipuler du tout. Voilà, je ne sais pas si ça termine du coup sur une note un peu plus positive. Mais en tout cas, je remercie tout d'abord le public qui est venu discuter avec nous. Et merci aussi beaucoup aux intervenants et intervenantes ici sur la table, autour de la table ronde, et j'espère que vous allez continuer de profiter de ce festival pour avoir plein de moments de discussion intéressantes qui amènent à une présupposée mieux-être, si on veut dire ça comme ça. Je vous remercie.